Bienvenue à toutes et à tous. Si vous êtes présents aujourd'hui en ligne, c'est pour assister à notre conférence qui porte sur la fibromyalgie, ou plus précisément le syndrome de la fibromyalgie. Nous allons vous expliquer quel est ce syndrome, quels sont ses symptômes et comment nous pouvons traiter la maladie de façon naturelle et éventuellement s'en sortir, comme Karine ici présente, qui sera notre patiente experte et qui vous expliquera comment elle a réussi à ne plus souffrir en fait de fibromyalgie. Ça a été un long parcours, mais elle vous expliquera toutes les étapes tout à l'heure. Je suis aussi accompagnée de Sylvie, qui est naturopathe. Elle vous expliquera sa pratique de la naturopathie, le lien entre naturopathie et fibromyalgie. Et enfin, je suis accompagnée de Jean-Pierre, qui est maître shiatsu et hypnothérapeute, et vous expliquera en quoi ces disciplines peuvent aider aussi à traiter la fibromyalgie de manière naturelle. Pour ma part, je m'appelle Hélène Robert, je suis journaliste, j'écris pour des magazines dédiés au cinéma et au bien-être, et c'est parce que justement je m'intéresse à la santé que je suis ici aujourd'hui avec vous. Alors, comme je vous ai déjà présenté, je vais tout de suite... Non, je vais faire quelques précisions d'abord. Par exemple, Karine, elle est non seulement patiente experte, mais elle est aussi thérapeute psychocorporelle, enseignante en reiki japonais et chamanisme. Elle a créé l'association La Main Bienveillante et elle a l'initiative de soins de reiki à l'hôpital. Peut-être qu'elle vous en dira plus tard. Voilà. Mais pour les deux autres personnes, donc vous le savez, Sylvie naturopathe donc, et Jean-Pierre maître shiatsu. Donc rentrons dans le vif du sujet. La fibromyalgie, chacun a un petit peu sa définition, mais il y a une définition standard que les médecins, autour de laquelle les médecins sont d'accord. Donc je vais vous la donner. Donc c'est la définition qui figure dans le Vidal, donc c'est-à-dire la Bible des médecins. La fibromyalgie est une maladie qui associe douleurs musculaires ou articulaires permanentes, fatigue chronique, troubles du sommeil, symptômes dépressifs et troubles anxieux. La personne qui en souffre se plaint d'avoir mal partout, sans interruption pendant des mois. Des stimulations habituellement indolores peuvent provoquer des douleurs, et des douleurs normalement supportables peuvent être ressenties comme intenses. Dans plus de 80% des cas, la fibromyalgie touche les femmes entre 30 et 55 ans. Elle apparaît plus fréquemment autour de la ménopause. On estime qu'environ 2% de la population européenne serait touchée par cette maladie, mais ce chiffre repose sur des estimations peu précises. Alors vous voyez que dans cette définition, il est vraiment question de maladie, quand d'autres parlent plutôt de syndrome. Donc je vais laisser Karine vous expliquer si selon elle la fibromyalgie est une maladie ou un syndrome, et donner sa définition en tant que patiente, c'est-à-dire en tant qu'une personne qui a éprouvé les symptômes. Oui, écoutez, bonjour à tous. C'était un sujet pour moi qui était très important à développer et je me suis permis de mettre en place comme ça avec des amis et collègues. On s'est rencontrés, Hélène, dans le cadre d'un de mes stages, Sylvie, je la forme au Reiki et au chamanisme. Mon collègue Jean-Pierre, maître shiatsu, on fait des échanges de soins, voilà, comme ça on se dépanne. Donc les thérapies naturelles sont très utiles à chacun d'entre nous, qu'on soit thérapeute ou patient. Et donc pour venir à la fibromyalgie, ça a été dans mon parcours de vie une grosse épreuve. C'était en 2014, hein, j'avais 45 ans. Et je me suis retrouvée, moi qui étais une personne qui travaillait énormément, très active, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de force physique, je faisais beaucoup de sport, etc. Je me suis retrouvée à ne plus pouvoir marcher, à faire des malaises. J'étais insomniaque depuis très très longtemps et j'ai eu des douleurs de plus en plus intenses, généralisées. L'intestin, c'est assez gore, mais je veux dire, je faisais du sang, j'étais dans un état vraiment terrible. Et la seule alternative, c'était les médicaments antidouleurs pour les maux de tête, pour les muscles douloureux, pour le système nerveux hyper sensible. Et j'avais vraiment cette sensation que la batterie chimique allait détruire d'autres parties de mon organisme, même si je ne suis pas du tout contre
l'allopathie. Donc j'ai fait des recherches. Voilà. Et petit à petit, effectivement, j'ai réussi à m'en sortir. Donc je n'ai plus aucun symptôme de la fibromyalgie. Pour en revenir à ta question, est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est un syndrome? C'est un syndrome parce que c'est un ensemble de symptômes qui sont difficiles à identifier. Mais c'est une véritable maladie qu'il faut vraiment prendre en charge parce que c'est le désespoir. On ne peut plus avoir de vie normale, on ne peut plus avoir de vie sociale, on ne se reconnaît plus et la douleur permanente crée bien évidemment de la dépression et voire comme je le disais, du désespoir. Donc je considère qu'il faut prendre en compte cette problématique en tant que maladie et que la société reconnaisse vraiment cette problématique qui est très très généralisée chez les femmes particulièrement. Je ne sais pas si j'ai répondu à début de ta question. Oui, tout à fait. Et est-ce que tu peux nous faire part des symptômes? Parce que tu as parlé de l'intestin grêle par exemple, mais il y a aussi des symptômes d'autres qui sont plus, on va dire, il y a des symptômes importants, plus handicapants que d'autres et qui veulent vraiment dire qu'on a la fibromyalgie, et il y a d'autres symptômes comme par exemple, je ne sais pas, des bourdonnements d'oreilles qui peuvent être une toute autre cause que la fibromyalgie. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours pour avoir été diagnostiquée fibromyalgique? Voilà, tout à fait. Alors, j'ai été diagnostiquée par un médecin, une jeune médecin qui venait de Roumanie, qui arrivait à peine en France, et donc ce syndrome est pris en charge différemment dans d'autres pays. Et je venais la voir pour autre chose, parce que je faisais des malaises en fait, et elle m'a posé toute une liste de questions. Et m'a expliqué qu'à partir du moment où on répondait par la positive à 12 de ces questions, on était considéré comme fibromyalgique. Ensuite, j'ai été orientée vers un groupe de parole organisé par la Sécurité sociale, donc nous étions 13 patients. Et chaque semaine, donc, des médecins allopathiques, des thérapeutes avec diverses compétences naturelles, énergétiques, avec d'autres approches, venaient nous donner des conseils, nous donner des pistes de réflexion pour pouvoir s'en sortir. Donc j'ai pris toutes ces infos avec beaucoup d'attention et de concentration et j'ai commencé à mettre en place certaines choses. Me concernant en tant que patient expert, c'est-à-dire en tant que personne qui a vécu ça dans sa chair, je dirais, j'avais la totalité des symptômes, la globalité des symptômes. Donc j'en ai 36 à énumérer brièvement. Je vais essayer. Donc la fibromyalgie se caractérise par donc un niveau élevé de fibromyalgie puisqu'on a jusqu'à 14 niveaux d'intensité. Donc la douleur chronique, les acouphènes, les allergies, amygdalite, laryngite, troubles anxieux, apnée du sommeil, asthénie, fatigue chronique, perte d'audition, problème d'audition, baisse des performances physiques et sexuelles, baisse des performances intellectuelles, de la mémoire, je me souviens. Il se trouve que si les médecins font une biopsie, on ne découvre rien d'anormal dans les tissus et pourtant on a des amas glandulaires assez importants. On a des problèmes au niveau de la voix et de la bouche. Moi je me souviens, mes dents claquaient en fait. C'était horrible, j'arrêtais pas de claquer les dents et me faire mal, là, me mordre la langue, c'était affreux. Des problèmes de thyroïde, de bouffées de chaleur, enfin en tout cas la sensation d'avoir des problèmes de thyroïde et des bouffées de chaleur. Le bruxisme, on revient aux mâchoires, le problème de circulation sanguine très perturbé, souvent des maux de dents ou les dents qui se déchaussent ou qui cassent, des problèmes de digestion très importants, le côlon irritable voire qui se détruit, enfin, qui est très abîmé, des problèmes de peau et de muqueuse, la dépression, les problèmes de jambes et de pieds. Donc moi mes jambes lâchaient, mes genoux lâchaient. D'un seul coup j'avais plus de jambes et je tombais par terre, donc souvent dans les escaliers. Problèmes de contraction musculaire, des douleurs au visage, grosses douleurs ou le visage qui se bloque d'un côté, pas de l'autre. Ça peut faire peur, on peut avoir l'impression d'avoir des problèmes cardiaques même. Des problèmes génitaux, des douleurs thoraciques, les mains, les doigts, d'énormes douleurs dans les articulations en général.
Par ailleurs, si on fait un examen sanguin de la même manière, prise de sang, tout est normal. Le système des surrénales très perturbé, mais ça, Jean-Pierre pourra nous en parler, c'est spécialiste on va dire des organes, avec le chiasso. L'hypersensibilité en général, donc on ne supporte pas le bruit, c'est insupportable. C'est la lumière, l'hypersensibilité au bruit et à la lumière, des humeurs changeantes, beaucoup de colère, beaucoup d'agressivité. Température. Température, oui, tout à fait. Des impatiences, donc il y a plein de gens qui ont des problèmes d'impatience, là, le syndrome des jambes sans repos. Palpitations cardiaques, malaise, enfin vraiment beaucoup de problèmes. La tachycardie, oui, tout à fait. Problème thermique, donc comme tu disais, problème voilà, on a trop chaud, trop froid, enfin ça va jamais. Moi je disais que j'avais la climatisation qui était déréglée. Je disais ça tout le temps. Ah, t'occupe pas, j'ai la clim qui est déréglée. Elle est pas recherchée. Je disais tout le temps ça, parce que je préférais en rire qu'en pleurer, mais bon. Des problèmes de vessie, problèmes urinaires, ou la vessie qui lâche, ça m'est arrivé une fois, ça fait bizarre. Et alors les yeux, voilà. Démangeaisons, brûlures, problèmes de vision. Et j'avais comme des pointes dans les yeux, c'était atroce. Et j'étais comme ça d'un seul coup. Comme si on m'avait mis une pointe dans l'œil. Voilà, donc j'ai fait d'une manière très rapide, j'essaye d'avoir été rapide, mais voilà, une trentaine de problématiques, tout ça réuni dans une personne. La vie est infernale, il n'y a pas d'autre mot. Et en règle générale, en combien d'années le diagnostic peut être établi? Parce qu'il y a des maladies comme ça, on a du mal à les diagnostiquer rapidement. Oui, tout à fait. Je sais que moi je l'avais en fait depuis un moment. Disons que c'est quand une fois que je suis tombée dans les pommes et que je me suis écroulée, que j'étais pas médecin. Ça faisait bien. Ces symptômes-là, je les avais depuis peut-être 5-6 ans au moins. Mais tu ne t'en inquiétais pas, parce que c'est des symptômes isolés les uns des autres, c'est ça la difficulté aussi. Exactement. Quand on a mal à la tête, on se dit j'ai mal à la tête, on en cachet, quand on n'arrive pas à comprendre que tout ça, tout ce faisceau d'éléments désigne la fibromyalgie. Donc dans mon cas, plusieurs années, et les patients experts aussi dans ce groupe de parole, là, ils parlaient tous de ça. Au moins 5 ans. Je crois que vraiment c'est qu'une fois qu'on en arrive à plus tenir debout, qu'on tape aux portes, qu'on insiste, qu'on harcèle les médecins en disant arrêtez de me dire que c'est dans ma tête, arrêtez de me dire que je suis chochotte, que je suis trop sensible, arrêtez de dire qu'il faut que il y a quelque chose, j'ai quelque chose de particulier, enfin dites-moi, comment ça s'appelle? Mettre un nom sur notre souffrance, notre malaise. Parce que ces symptômes ne sont pas analysables et chiffrables. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas dans les prises de sang, il n'y a rien. Tout est toujours normal. Donc on nous dit que c'est dans notre tête. Parce qu'eux n'ont pas. Il n'y a pas de machine qui leur dise fibrome. Donc ça a été décrété souvent comme une maladie de fou. Ouais, de fou, Oui, moi j'assume. Et l'intervention se faisait en hôpital psychiatrique. Ouais. Si elle ne se fait pas toujours. Ouais, on peut finir comme ça. Je pense que de toute façon, tous ces symptômes-là t'aident aussi à finir complètement. Oui, aussi. C'est vrai. À pas savoir quoi faire. Justement, quand il n'y a pas le suivi. Tout à fait. Si la société dit qu'on a un problème, on finit par croire qu'on a un problème. Ouais, c'est ça. Enfin, en général. Moi, j'ai le caractère un petit peu, je suis un peu têtue. Je me suis dit. J'ai fait des recherches. J'ai été voir à l'étranger comment ils voyaient les choses et j'ai fait des recherches. Justement, Sylvie, tu viens de prendre la parole. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la naturopathie et comment justement ça peut être une voie d'accompagnement pour traiter la fibromyalgie? Ça dans un deuxième temps, mais est-ce que tu peux déjà nous parler vraiment de la naturopathie? Parce que pour certains, c'est un petit peu obscur. Oh que oui. Il y a beaucoup même de préjugés. Quand je dis que je suis naturopathe, ah oui, c'est toi, tes plantes, tes potions, tes machins. Non, pas du tout. En fait, moi, j'accompagne toute personne qui a envie de devenir maître de soi et de sa santé, mais de façon naturelle. En fait, en gros, et vulgairement parlant, on m'appelle un éducateur de santé. Donc, quelqu'un qui vient me voir, je vais lui apprendre à se connaître
déjà, à connaître son corps, le fonctionnement de son corps et à régler symptôme par symptôme. Mais nous, l'avantage de la naturopathie, c'est qu'on va prendre un symptôme, n'importe lequel, et on va chercher la cause. Dès qu'on a cette cause, on va chercher la cause de cette cause, la cause de cette cause, la cause de cette cause, jusqu'à temps d'arriver au noyau, en fait, au central de pourquoi tout ça, en fait. Que si vous venez me voir pour un mot de tête, on va oublier le Doliprane, etc. Et on va essayer de chercher pourquoi vous avez mal à la tête. Parce que ça peut être vraiment énormément de raisons. J'ai pris l'exemple du mot de tête, mais ça peut être beaucoup de choses. Un mot de tête peut être à cause des yeux, l'hydratation, un manque d'hydratation, un surmenage, ça peut être tellement de choses. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est maintenir le corps en bonne santé et améliorer son hygiène de vie et son bien-être physique et psychique, puisque le naturopathe ne s'intéresse pas qu'au physique, mais on s'intéresse aussi à ce qui se passe là-dedans, puisque tout est lié, hein. On ne dirait pas le contraire, je pense. On ne peut pas soigner le physique sans soigner la tête et vice-versa. Donc voilà, en gros, ce qu'est un naturopathe, je vous accompagne à améliorer votre hygiène de vie et pour être en bonne santé le plus longtemps possible, naturellement, bien sûr. Et parmi les recommandations que tu peux faire, donc il y a sûrement l'alimentation, mais est-ce qu'il y a aussi les huiles essentielles, les fleurs de bac? Alors la base, alors moi, hein, parce que chaque thérapeute naturopathe exerce comme il veut. Moi, la base, c'est l'alimentation, puisque comme on dit, l'alimentation est le premier médicament. Ça, c'est une base, et c'est souvent là que ça pêche, de toute façon. Quand on fait un peu le lien, c'est souvent là que ça pêche. Et après, oui, on fait l'ajout de plantes, d'huile essentielle, mais c'est en soutien. Ça sera pas. Vous allez pas venir me voir et je vous dis, voilà, prendre telle plante, telle plante, telle plante. Non. Il y a tout un travail à faire, un bilan à faire pour après, en soutien, on peut rajouter quelques plantes, des huiles essentielles, fleurs de bac, etc. Mais ça sera du soutien. Mais la base, c'est vraiment l'hygiène de vie, donc alimentaire, sociale, parce que c'est super important. L'environnement, etc. Mais avant de rajouter des plantes et les potions un peu bizarres, non, on a du travail quand même avant. Ouais. Mais les plantes moi je m'en sers, c'est un très bon soutien pour certains travaux, si je peux me permettre, à les faire. Chantiers. Ouais, c'est ça. Dans les chantiers, on rajoute des petits trucs. Voilà, mais la base, moi mon travail de base, c'est vraiment l'alimentation. Et après on voit. Chaque cas est différent. J'ai pas de protocole type pour tout le monde. Chaque bilan naturopathique est personnalisé. C'est vraiment suivant la personne. On ne peut pas avoir un protocole pour tout le monde. C'est pas possible. Ça, c'est impossible. Ce serait pas très utile, en tout cas. Bah non. Parce que chaque personne est différente. Et c'est pas parce que 5 personnes vont venir me voir pour un mot de tête que c'est pour la même raison. Donc si on reste sur le mot de tête, bien sûr. Mais voilà. Je sais pas si j'ai répondu. Oui, tout à fait. Et Jean-Pierre, est-ce que tu peux nous parler du shiatsu? Parce que c'est une discipline corporelle que très peu de gens, je pense, connaissent vraiment, à moins d'avoir été consulter un maître shiatsu. D'accord. Le shiatsu fait partie de la médecine japonaise. C'est une des disciplines, comme en médecine chinoise, il peut y avoir l'acupuncture. L'acupuncture, en principe, beaucoup de gens connaissent. C'est de lancer le fléchette sur les méridiens. Le shiatsu, c'est un travail sur les méridiens, c'est un travail de pression avec les doigts. C'est un travail qui se fait habillé. Je déchausse les personnes, puisque je travaille après en même temps sur les pieds. En Europe, on parle de réflexologie, mais ça fait partie tout simplement du shiatsu. Donc le shiatsu, c'est la totalité du corps. On travaille sur la totalité du corps, sur la totalité des méridiens. Les méridiens, ce sont des lignes énergétiques qui parcourent le corps. Chaque organe a sa propre ligne. Quand une ligne est déréglée, l'organe est déréglé, et vice-versa. Donc régler ces énergies, on règle les organes, on les apaise ou on les dynamise, suivant le cas, bien évidemment. Et on apaise la personne. On apaise, on lui redonne son immunité, on lui redonne son sommeil, etc., etc., avec le shiatsu.
mes pratiques, je couple le shiatsu avec de l'hypnose. Le shiatsu me sert en même temps à détecter les symptômes, détecter les causes de ces symptômes. Et en hypnose, je vais chercher la cause originelle de la maladie, de la fibromyalgie en l'occurrence. Voilà. Et est-ce qu'on peut venir te voir pour n'importe quel type de problème? Est-ce que même par exemple l'anxiété, ça peut être un motif de consultation? Oui. On vient souvent me voir quand la médecine conventionnelle n'y arrive plus. Quand ce n'est plus mécanique, Un peu tous, ouais. on vient nous voir à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Des espoirs de cause. Dernière chance, là. La dernière chance. La fibromyalgie, dans les symptômes que j'en disais tout à l'heure, on a des symptômes typiquement féminins, on a des symptômes de non-fertilité, hein, ce qui m'a amené avec la fibromyalgie à traiter tout un tas d'autres symptômes, l'endométriose, les kystes, etc. Bien sûr. Tout ça se traite en shiatsu et en hypnose en même temps. D'accord. Alors, pour information, nous mettrons sous la vidéo le lien vers nos sites web. Comme ça, si jamais vous voulez discuter avec l'un d'entre nous pour aussi en savoir encore plus sur la fibromyalgie, avoir des conseils, etc., n'hésitez pas à nous contacter. Dans cette seconde partie de notre conférence, nous allons aborder les façons naturelles de traiter du syndrome de la fibromyalgie pour que vous compreniez que ce n'est pas une fatalité d'être malade, de souffrir de ce syndrome, puisque Karine a réussi à s'en sortir et elle va nous expliquer comment. Oui, gardez l'espoir, soyez positif. Comme pour tout d'ailleurs, il faut essayer de rester positif. Alors, je vais vous énumérer ce qui a été pour moi salvateur et ce qui m'a vraiment sorti de tout ça. Ce n'est pas... ce n'est que mon expérience personnelle, et puis celle quand même de différents patients que je connais qui faisaient partie de mon groupe de parole. Voilà. Mais bien sûr, il faut adapter à chaque patient et chaque personne. Voilà. Il peut y avoir d'autres pistes de réflexion et de pratique. En tout cas, moi, c'est grâce à tout cela que je m'en suis sortie. Alors déjà, j'ai commencé à traiter ma tête. Donc je suis allée chez un psy, un psychothérapeute, enfin un psychiatre, pas un psychothérapeute, pour savoir si oui j'avais un problème psy, puisque c'est ce qu'on me disait de manière générale. Donc très rapidement, j'ai su que non, je n'avais pas de problème psychiatrique, et j'ai été orientée vers donc, un groupe de parole avec d'autres malades et différents médecins, praticiens. Donc pendant 6 mois, j'ai fait cette psychothérapie de groupe avec d'autres fibromyalgiques. Donc si vous avez l'opportunité faut saisir cette chance, si autour de chez vous, ou si vous connaissez quelqu'un qui fait des cercles de parole, c'est très très important de pouvoir se reconnaître, partager avec d'autres personnes qui vivent la même chose. Alors en faisant attention de ne pas s'enfermer dans le côté plaintif, parce que nous avons tous ça en commun, les fibromyalgiques, d'être très plaintif, très en mode victimisation. On a tous ça, il faut le reconnaître, il faut savoir se regarder en face. Donc la psychothérapie permet d'accéder à cette vérité. Donc l'idée c'est d'être en groupe, de parler plutôt de nos progrès, de nos prises de décision, qui fait qu'on se sent mieux, et de pouvoir tout simplement se sentir entouré. Parce qu'en tant que fibromyalgique, on est souvent très solitaire. On ne peut plus travailler, moi j'ai perdu mon travail, on ne peut plus travailler, on ne peut plus faire de sport, on ne peut plus faire la fête, on n'a plus l'énergie, on a mal, on ne digère plus, donc on n'a plus de vie sociale. Donc il y a vraiment de quoi déprimer. Donc pour moi c'est très important de pouvoir créer un groupe de parole avec des gens sympas et positifs. Quand j'ai terminé ces 6 mois de groupe de parole, comme j'avais discuté avec des amis, etc., j'ai une de mes amies sophrologue et maître Reiki qui est venue m'initier à la respiration consciente. Donc le fait de pouvoir commencer une forme de méditation. La méditation est très 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 efficace.
si on le pratique régulièrement, parce que les fibromyalgiques sont très anxieux, ont des problèmes de tension même parfois, et nous avons un espèce de système accéléré, on est dans une fuite en avant permanente. La méditation nous ramène à nous-mêmes et calme notre système nerveux. Et en calmant le système nerveux, on apaise les douleurs. Simplement en sachant respirer. Ce qui est très difficile quand on n'est pas habitué. Donc j'ai pratiqué avec mon ami sophrologue et je me suis mis à la méditation. Tous les matins, tous les jours, je méditais. J'étais à l'époque sur Google et j'ai regardé et je me suis mis à méditer. En faisant ces recherches sur la méditation, j'en suis arrivée à me former au Reiki japonais. Donc il y a des points communs avec le Shiatsu, donc c'est une technique naturelle japonaise également, le Reiki. On en parlera peut-être plus avant tout à l'heure. Et la méditation Reiki, l'auto-traitement Reiki, donc Reiki est un soin énergétique, m'a également atténué mon niveau de douleur et mon niveau de stress. Parallèlement, donc vraiment en parallèle, j'ai su qu'il fallait changer d'alimentation. Ça n'a pas été facile. Donc, mais primordial. Mais primordial. Donc j'ai arrêté le lait animal, le fromage. Et je me suis renseignée sur tout ce qui était donc nourriture acidifiante, pour faire simple, parce qu'après Sylvie nous parlera plus de l'alimentation. Et j'ai donc changé complètement mon alimentation. J'ai continué à manger de la viande parce qu'à l'époque j'en avais besoin, j'en mange plus, mais à l'époque j'en avais besoin, mais en tout cas j'ai énormément changé d'alimentation. Et puis j'ai pris beaucoup de probiotiques pendant 2 ans. Donc, ce sont des compléments alimentaires qui permettent d'harmoniser la flore intestinale. La flore intestinale, merci, le microbiote intestinal. C'est très important ça. Enfin, en tout cas, pour moi, ça fait vraiment du bien. Donc le Reiki, j'en ai parlé. Et avec Reiki également, pendant les méditations, j'ai pratiqué ce qu'on appelle la guérison de l'enfant intérieur. Donc ça, vous pourrez faire des recherches. C'est le psychanalyste Jung qui a mis en avant cette idée d'un enfant intérieur. Nous avons tous en commun, les fibromyalgiques, d'être des enfants blessés. On a les 5 blessures de l'âme, Louise Bourbeau, enfin vous pouvez faire ces recherches-là. On a tous ça en commun. L'enfant est blessé. On a vécu des choses, des chocs de trauma, on a vécu des choses qui fait que même adulte, même à 40 ans, à 50 ans, cet enfant est toujours blessé, il crie. C'est ce qui fait que le corps souffre tant. Donc j'ai fait tout un travail de visualisation et d'énergétique sur le thème de l'enfant intérieur. Moi, j'ai beaucoup pleuré, mais un jour cet enfant a souri et moi j'ai souri aussi. Ben, j'ai toujours souri, mais j'ai souri vraiment. Et puis le yoga. Alors, les fibromyalgiques étant très douloureux, la plupart on arrête de faire des exercices corporels parce qu'on souffre. Et c'est vrai que ça fait souffrir. Donc j'ai beaucoup souffert. Mais dans ma formation, alors pas de Reiki, mais parce que parallèlement je suis masseuse ayurvédique, je me suis formée au massage, on faisait les 5 tibétains version courte le matin avant de commencer la formation. Donc des exercices de yoga que j'ai fait malgré la douleur. J'ai décidé de le faire quand même parce que ça m'aidait beaucoup sur le plan psychique et moral, pour mon moral. Et puis c'est nécessaire de faire circuler quand même, c'est important. Surtout qu'on est vraiment très congestionnés, nous les fibromyalgiques, donc il fallait vraiment faire circuler. Donc j'ai pratiqué ça tous les jours, j'ai continué à faire un peu de fitness et ensuite je rentrais à la maison, je me mettais en boule, je disais à mes enfants que j'allais rester 2-3 heures à pleurer et je passais 2-3 heures à pleurer de douleur. Donc je suis un peu maso, c'est peut-être pas obligé d'aller faire du fitness. À l'époque j'étais maso, je ne sais plus. Mais en tout cas ça me faisait du bien au moral. Des bains brûlants, j'avais froid tout le temps. Et dans des bains brûlants, j'avais plus mal. Je prenais des bains brûlants. Elle était brûlée, donc elle sentait plus rien. Oui, c'est ça. Et le soleil, Tu alors. relâchais tes fascias. Voilà.
Donc des bains brûlants, ça fait beaucoup de bien. Et il se trouve que les fibromyalgiques ont besoin de soleil. C'est très très important. Donc, alors moi j'ai organisé ma vie autour de ma guérison. Je suis partie vivre en Espagne pendant 2 ans. Alors certains vont dire oui mais moi je peux pas, on peut pas. Souvent on peut en fait. Il faut se donner les moyens. Donc j'ai sacrifié beaucoup de choses, dont des enfants, hein, puisque je les voyais plus pratiquement. Mais je trouvais qu'avoir une mère qui a tout le temps mal, qui ne peut que bouger, qui est d'une humeur massacrante, qui pleure, qui est suicidaire, c'est pas le kiff pour des enfants. Donc vaut mieux se voir moins et me voir sourire, bronzer, contente, que tout le temps dans cet état-là. Enfin après, hein, chacun fait ses choix. Et des massages très doux. Donc comme j'étais en formation massage, je m'étais fait une amie, on faisait en binôme, on se massait, on faisait des massages adaptés, puisque effectivement le moindre contact me faisait mal. Mais ça fait du bien à l'âme, le contact humain, cette douceur-là, c'est très important. Donc si je résume. Indispensable. Ouais. Psychothérapie, sophrologie, méditation, alimentation, énergétique, donc Reiki pour moi, Reiki japonais, yoga, bain brûlant et chauffage et soleil. Collé à mon radiateur. Et massage très doux. Voilà. Tout ça, 2 ans de pratique quotidienne. Je suis revenue au bout de 2 ans, j'avais plus rien. Je dormais bien, j'avais mal nulle part, j'avais le moral, je digérais. Et la prise de médicaments n'a jamais été une option pour toi? Tout de suite, tu t'es dit, je vais m'en sortir J'ai de fait façon la promesse à naturelle. mes enfants de m'en sortir. Comme 10 ans avant, j'avais eu des problèmes de santé et que j'avais fait beaucoup de chimie déjà, beaucoup de médicaments, je savais que mon foie ne tiendrait pas. Et malgré ça, quand j'ai été voir Jean-Pierre, il m'a dit « Ton foie, c'est une catastrophe !» Donc heureusement que j'ai pas repris de médicaments. J'avais mon intuition me disait, si je prends la chip, là il lâche. Donc merci, j'ai écouté mon intuition. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Hein. Pour moi, c'était comme ça. C'est ton expérience personnelle. C'est mon expérience personnelle, je n'ai plus mon expérience personnelle, bien sûr. Mais j'en connais d'autres qui ont plus ou moins été vers ces pistes-là et qui se portent vraiment beaucoup mieux. Et tu avais changé d'alimentation. Tout ça. Ah oui, 2 ans, pendant 2 ans, je ne bois plus du tout de lait de vache. Hein. Je mange presque plus de fromage. J'ai réintroduit tout doucement. En général, le corps rappelle. Voilà. C'est ça. Des fois, je fais des orgies. Et hop là, le corps se réveille. Si j'en fais 3, moi c'est ça, 3 gueuletons avec n'importe quoi. Hop là. Le 4e jour, Ding, ding, j'ai pas mal, hein, les douleurs reviennent pas, mais c'est le vide. Ouais, il se réveille. Ah, le vide. Mais qu'est-ce que tu fais? Alors tu attends un 3e enfant? J'ai mangé du fromage. Trop de fromage. Pas trop de fromage. Un petit peu ça va, mais trop. Voilà, bon, ça c'est moi. Hein. C'est toujours l'excès. Oui, j'aime bien faire des excès, faut quand même aussi. Faut vivre. Faut vivre. Hein. D'autant que maintenant, tu ne souffres plus d'aucun J'ai plus symptôme, mal, il faut le préciser aussi. Ah oui. Et Sylvie, en tant que naturopathe, est-ce que tu peux nous parler effectivement des pistes pour traiter le syndrome, l'alimentation? On en a discuté, est-ce que tu peux développer sur ce point et sur d'autres? Alors moi, en effet, ça va être très alimentaire. Hein. Je vais être justement celle qui va pas faire forcément plaisir à la première consultation. En fait, après que le diagnostic est posé, et qu'on vient me voir, puisque moi je ne pose aucun diagnostic hein, en tant que naturopathe, on va faire ensemble le bilan de l'hygiène de vie, comme je disais tout à l'heure, donc alimentaire, social, tout ce qui se passe, etc. Et après, on va s'occuper de l'alimentation. Donc on me fait un petit bilan de comment on mange, sur 1 ou 2 journées, en général, ce qui se passe le plus fréquemment en fait, dans la semaine, on va dire. Et en général, il y a des petites choses à changer. Après, pour tout ce qui est fibromyalgique, forcément, je m'oriente plus sur une alimentation anti-inflammatoire.
forcément, pour réduire les inflammations, les douleurs, etc. Et après, les douleurs, quand il y a moins de douleurs, la dépression, ça va avec, il y a plein de choses qui se régulent. Donc moi je pars souvent sur une alimentation hypotoxique, ce qu'on appelle une alimentation hypotoxique, donc anti-inflammatoire, mais ce qui veut dire sans gluten, sans produits laitiers, et aussi si on va jusqu'à l'extrême de l'hypotoxique, il y a la cuisson aussi qui est très importante. Mais en général on commence petit à petit, parce que c'est, comme elle disait, c'est une alimentation à mettre en place, c'est pas forcément simple, puisque c'est vraiment une alimentation dont personne n'est habitué, surtout avec l'agroalimentaire, etc. Alors on va me dire, le sans gluten c'est une mode, c'est machin. Peu importe, c'est ce qu'il vous faut pas. Avec gluten, avec produits laitiers, c'est ce qu'il vous faut pas en tant que fibromyalgique. Et le pionnier de cette alimentation hypotoxique, c'est le docteur Jean Seignalais. C'est un pionnier des greffes d'organes, c'était un gastro-entérologue et rhumatologue, et un immunologue reconnu, et qui a mis en place cette alimentation hypotoxique. Alors avant, on le prenait pour un fou. Non, mais fais pas ça. Et il s'est avéré qu'il y a énormément de résultats positifs sur la fibromyalgie et d'autres, bien sûr, puisque comme on disait, l'alimentation est vraiment la base et le premier médicament. Donc l'hypotoxique gère énormément de symptômes de pathologie ou de maladies. Inflammatoires, oui. Parce qu'on part du principe de faire le lien entre nutrition et immunité, comme on disait. Rapport avec l'évolution de l'alimentation d'aujourd'hui, qui est une catastrophe, si je peux me permettre de le dire quand même. Mais nous, physiquement parlant, si je peux me permettre comme ça, on part sur le principe que c'est un dérèglement de la barrière intestinale. Donc la barrière intestinale est déficiente. La barrière intestinale, c'est un filtre. Donc au bout d'un moment, s'il ne filtre plus, ça ne va plus et ça dérègle tout. Et en général, les autres organes prennent le relais et s'abîment au fur et à mesure. Et c'est pour ça qu'après on dit le foie, les reins, voilà, c'est ça, l'estomac, tous les émonctoires sont en mauvaise posture, on va dire. Donc et après, c'est là la dégradation de la pathologie et beaucoup de symptômes qui arrivent. Et c'est souvent pour ça que ça dure des années, les 5 ans, 6 ans, parce qu'au début, on n'a qu'un petit symptôme et de plus en plus de symptômes. Et parce que de plus en plus, le terrain se fatigue et... Enfin voilà, c'est tout ce que vous avez dit, quoi. Donc on va partir sur une alimentation hypotoxique, mais vous ne pouvez pas changer du jour au lendemain, ça se fait pas comme ça. Faut déjà regarder comment vont vos émonctoires, comment sont... Alors ça c'est bien sur le côté shiatsu, justement quand il a vu ton foie par exemple. Et on va traiter déjà émonctoire par émonctoire. Il faut les nettoyer, il faut les recharger, parce qu'on ne peut pas installer une nouvelle hygiène alimentaire sur un terrain sale. Il faut déjà traiter le terrain qui a de base, le nettoyer, c'est ce qu'on appelle la détoxification ou détoxination. Tout le monde ne dit pas pareil, mais voilà. La détox. Donc ce n'est pas une mode. Et s'il vous plaît, ne le faites pas tout seul. S'il vous plaît. Non, il faut vraiment être accompagné. Ne le faites pas toute seule, toute seule. Il faut vraiment être accompagné. Même les régimes sans gluten et tout ça, ne faites rien tout seul. Soyez vraiment accompagné parce que ça se fait vraiment par étapes. Si on brûle des étapes, ça ne fonctionne pas de toute façon. Non, puis il faut quelqu'un pour surveiller quand même comment l'organisme réagit. Exactement. Donc on commence par ça, voir comment déjà le corps va de base, et après on installe ce nouveau rythme alimentaire, hygiène alimentaire, qui n'est pas facile à mettre en place, mais qui est fortement possible. Alors pourquoi le gluten ? Je vais un peu approfondir. L'alimentation, depuis des années, a évolué. L'agroalimentaire a pris sa place. Alors pourquoi maintenant il y a de plus en plus d'intolérants au gluten par exemple ? Parce que le gluten a été transformé. Et en fait, cette molécule-là est extrêmement difficile à digérer. Et on n'est pas fait pour le digérer. Et là, alors la barrière intestinale, le microbiote, c'est une catastrophe pour lui pour digérer ça. Et comme on le mange quand même en très grande quantité, que ce soit le pain, les viennoiseries, les pâtes, et puis les produits industriels, où il y en a plein dedans, il surcharge.
il comprend pas, il n'y arrive pas de toute façon. Et c'est pour ça qu'on se retrouve ballonné. Parce que ça a été modifié. Ouais, ça a été extrêmement modifié. Pourquoi avant on pouvait manger du pain sans problème et que maintenant et le lait, c'est une catastrophe. Voilà. Et voilà. Donc, mais dans l'hypotoxique, on enlève aussi le maïs, le petit épeautre et le millet. Mais bon, ça je l'explique plus en profondeur en rendez-vous. Parce que je ne vais pas non plus vous assassiner de trop d'informations. Mais il y a beaucoup, et on a de la chance maintenant en 2022 d'avoir beaucoup de... j'ai le mot là on a de la chance que le sans gluten, que ce soit développé. Parce qu'avant c'était extrêmement difficile de manger sans gluten ou alors extrêmement onéreux. Et maintenant c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile d'accès. Il y a des recettes partout pour faire des pâtes sans gluten. Exactement, des recettes sans gluten. Moi je suis une sans gluten. Je me régale tout autant. On a mangé un gâteau tout à l'heure au chocolat. Voilà, exactement, très, sans très gluten. bon, Très bon. Donc c'est possible. C'est possible, mais ne le faites pas tout seul, puisque souvent ceux qui font des régimes sans gluten pour questions d'inflammation ou autres se retrouvent avec un indice glycémique parce qu'ils ne savent pas gérer le sans gluten. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas le faire tout seul. Voilà, c'est juste petit aparté. Exclusion de tout laitage animaux. Pourquoi ? En cause de la caséine de lait de vache qui est pro-inflammatoire pour une grande partie de la population. Donc il y a quelqu'un qui va boire du lait, ça va rien lui faire, et quelqu'un qui va boire du lait, entre autres les fibromyalgiques, et là c'est douleur, crise de douleur assurée. Des spasmes, on a des spasmes. Et le docteur Jean Seignalé disait qu'on était les seuls animaux à aller chercher le lait d'une autre espèce pour se nourrir, puisqu'on n'est pas fait pour boire du lait ou du lait d'un autre animal en tout cas. Alors moi, je mets un petit bémol là-dessus. Moi, je pense que c'est parce que les animaux sont tellement pleins de chimie. Ah oui, mais voilà, c'est ça, c'est la transformation et l'évolution de nos jours. Parce que les peuples premiers ont toujours c'est ça. Mais les animaux n'étaient pas bourrés d'antibiotiques, d'OGM, etc. C'est ça. Exactement. Donc le lait, oui, nos grands-mères du lait, même moi j'ai eu du lait entier, voilà, c'est ça. Petite chez ma et ça faisait rien. C'était trop bon. C'est maintenant, c'est vraiment l'évolution de l'alimentation aujourd'hui qu'il faut gérer. Pollution chimique. Ouais, c'est ça. Mais maintenant, on a la chance d'avoir pas mal de laits végétaux, pareil, des alternatives. C'est ce mot-là que je cherchais. Des alternatives, voilà, c'est ça, pour pallier à ce changement. Et après, les limitations, c'est ce que je disais tout à l'heure, si on part vraiment dans le concret de l'hypotoxique par rapport à la cuisson, surtout des protéines animales, d'éviter les cuissons au-delà de 110 degrés. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est pas si simple. Pour éviter la formation de glycotoxines. C'est des molécules qui sont très indigestes. Et les fibromyalgiques ont l'intestin complètement déréglé. Bien sensible. Donc si on rajoute ça, c'est encore une catastrophe. Voilà. Qu'est-ce que je dis ? Ah oui, à proscrire alimentation préparée et industrielle. Mais bon, ça, même les pas fibromyalgiques devraient proscrire ça. Mais en plus, en limitant la consommation de sel aussi, on va éviter de rajouter tout ce qui est rétention d'eau et tout. On va éviter de... et surtout le sucre raffiné et tous les poisons industriels, je dirais. En fait, il faut revenir à une alimentation la plus simple possible et comme on mangeait avant, le plus cru possible aussi, pour tout ce qui est vitamines, minéraux, puisque la cuisson tue tout ça. Donc voilà, on va se concentrer là-dessus sur vraiment une alimentation hypotoxique, mais elle ne s'installe pas comme ça du jour au lendemain. C'est un travail à faire. Accompagner. Et souvent on me demande d'accord, mais sur combien de temps ? Eh ben, je dirais qu'il n'y a pas de temps. Je pense que si on veut vraiment s'en sortir d'un tel syndrome... Ça peut être une habitude alimentaire. Mais de toute façon... Par exemple, je ne mange plus j'ai presque un régime comme tu le dis, à part que je mange encore du sucre, mais pour le reste, c'est ça. Et je ne suis pas atteinte de fibromyalgie et je trouve que ça m'apporte plus de force et de forme au quotidien. Donc... Après, c'est une habitude à garder. De toute façon, moi, ce que j'apporte comme accompagnement, c'est pour une hygiène de vie. Donc, l'hygiène de vie ne s'arrête. Il n'y a pas une date de péremption. Il n'y a pas besoin d'être malade. Voilà, et puis il n'y a pas besoin d'être malade. Même l'alimentation hypotoxique peut aller sur quelqu'un qui n'est pas atteint de fibromyalgie ni de maladie inflammatoire.
Ce serait préventif. Voilà, c'est préventif. Là, c'est vraiment quelque chose qui peut, pour quelqu'un déjà atteint, régler des douleurs, des symptômes. C'est vraiment l'installation d'un mieux-être. Donc pourquoi revenir à un ancien qui vous rendait malade, pas bien, etc. si la nouvelle hygiène de vie vous rend mieux, Oui. comme tu dis, en forme, en bonne santé, pouvoir vivre avec ses enfants, faire du sport, enfin... Ah oui. C'est une question de bon sens après. Donc il n'y a pas de limite de temps, parce que déjà il faut l'installer, et moi personnellement je vais au rythme de la personne qui vient me voir. Si ça doit s'installer sur un an, ça s'installera sur un an. Si ça s'installe sur 2 mois, ça s'installe sur 2 mois. Chaque personne est différente, il n'y a pas de date de péremption, de validité, et puis ça dépend de la motivation de la personne. Mais bon, je pense que quand on est dans un cas de Karine au bout du bout, motivé. la motivation doit être là quand même, je suppose. Hein. Moi, je sais, ceux qui viennent me voir, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est un peu la dernière chance, genre aidez-moi. Donc en général, ils disent ok, on y va. qu'est-ce qu'il faut là? C'est ça, on y va. Avec un fort appui voilà. familial, parce que la famille aussi. Ça, après, c'est C'est sûr mieux que... si on a la famille. Mais si on ne l'a pas, et si on ne l'a pas, J'avais nous, pas, mais le thérapeute j'ai fait. est vraiment là en soutien, Voilà. en accompagnement, et ça c'est vraiment important parce que c'est vraiment quelque chose qui ne se fait pas tout seul. C'est vraiment, enfin moi j'établis vraiment là-dessus, c'est quelque chose qui ne se fait pas tout seul. Non, sympa. Mais il peut être intéressant de consulter Jean-Pierre pour une séance d'hypnose si on veut réussir à pacifier son rapport avec l'alimentation. Parce que comme tu l'expliques, Tout ce est sont des grands complémentaire. changements. Oui, c'est complémentaire. Tout est complémentaire. Et certaines personnes, même si elles sont très motivées pour s'en sortir, elles vont se sentir restreintes, frustrées. Et parfois, il y a vraiment le côté aussi réconfortant de la nourriture. Et ça peut être difficile pour certaines personnes de se priver de certaines choses. De toute façon, voilà, Donc, moi, j'ai eu plusieurs outils qui m'ont oui, voilà. Donc, oui, l'hypnose est un ça- très bon outil. Oui, pour- on ne travaille pas seul. Je ne voilà. peux pas vous aider à aller mieux dans la fibromyalgie toute seule. Ça va améliorer, mais je ne ferai pas tout le boulot. L'hypnose, etc. ne fera pas tout le boulot. On est vraiment un complément, une synergie. ici. Jean-Pierre, peux-tu nous expliquer les bienfaits du shiatsu pour traiter la fibromyalgie? Vaste sujet. Ma définition, qu'on a déjà eu dans les propos avant, la définition de la fibromyalgie, pour moi, est due à une intoxication, un empoisonnement. On en a parlé en naturopathie. Fort empoisonnement principalement aux métaux lourds. Donc ce qu'on retrouve dans le pain, dans les pâtes, dans les médicaments, dans tout un tas Les les plombages dedans, etc. Bon. Ça, c'est un élément qui est sous-jacent à la fibromyalgie. C'est vrai que la fibromyalgie, on ne l'a peut-être pas dit, mais ça touche principalement les femmes. Assez peu d'hommes. Où les hommes ne se déclarent pas dans ce domaine-là. Ce que j'ai constaté, c'est qu'à la base, il y a des maladies qui n'ont pas été traitées entièrement. Des maladies, souvent de l'enfance. Des traumatismes même de l'enfance. Des maltraitances et tout un tas d'autres traumatismes qui peuvent exister. Ces traumas, ces maladies mal soignées, qui sont restées en sommeil, vont être redéclenchées par un autre traumatisme adulte, soit par un divorce, un accident, une perte d'emploi, une peur quelconque. Et tout cela va ressortir. Un fort élément de stress. Et comme on dit, là, en ce moment, on en a beaucoup. Beaucoup de gens s'emploient à ce qu'il y en ait. Et, c'est un autre débat. Ces traumatismes arrivant vont organiser dans le corps une perturbation énergétique, un dérèglement énergétique. Je disais tout à l'heure que le shiatsu était là pour régler les énergies du corps.
Quand ces énergies sont déréglées, les organes sont déréglés, principalement, on a le principal et le maître des organes, c'est le foie. Le foie qui a l'organe de la colère, l'organe de la peur. Donc quelqu'un qui est stressé, le foie ne va pas très bien. Ce foie est suivi très vite par les poumons. Les poumons, c'est les émotions, c'est tous les symptômes de stress qu'il y a pu y avoir avant. Et malheureusement, ces organes se régénèrent principalement la nuit. Donc quand ils n'arrivent pas entièrement à se régénérer, ben, vous ne dormez plus. Vous ne dormez plus, votre système immunitaire chute, et on va déclencher au fur et à mesure la totalité des organes en perdition. Les reins, la rate, la vessie et toute la dégradation de la totalité du corps. Sachant que par derrière, on a eu cette intoxication très lourde. L'intoxication, le dérèglement déclenche des douleurs. Ce sont aussi bien des douleurs internes que presque externes. Alors, je déclenche une inflammation. En fait, une inflammation. Qui crée la douleur. Voilà. Les inflammations des muscles, les tendons. On a une hypersensibilité de l'épiderme. Donc, beaucoup de gens qui ont une fibromyalgie n'arrivent même plus à s'habiller. Bon. Très difficile d'aller voir un thérapeute qui va le toucher, bien évidemment. Donc, ça brûle, on a des sensations de brûle. Ça tourne très vite en boucle. La fibromyalgie, donc un dérèglement est hormonal, automatiquement, mais énergétique. Le travail du shiatsu, en faisant des pressions, je ne masse pas, donc je ne frotte pas le corps. En faisant ces pressions, j'apaise les méridiens et j'appelle les organes. Il peut très bien y avoir qu'une séance ou deux après, je puisse faire un massage. Parce qu'il n'y a plus cet épiderme enflammé. Là, c'est le travail du shiatsu. Le shiatsu, encore une fois, je vais chercher les organes et leur déficience. Et je règle ça par des pressions. Je règle aussi la base et l'origine de ces symptômes, les premiers stress, les premières maladies mal réglées ou premiers symptômes, avec l'hypnose par la suite. Avec cette hypnose, je reviens à la base et à l'origine de la maladie. Comme en naturopathie, on ne va pas chercher simplement le symptôme, on va chercher la cause initiale. Il ne peut pas y avoir une guérison sans chercher une cause. Voilà. Les symptômes que les gens viennent vous décrire, tout ce qui a été décrit, ce ne sont que des symptômes. Il faut chercher la cause. Voilà, c'est la cause qu'il faut aller chercher. Et la fibromyalgie, je dirais que c'est un des symptômes d'autre chose. Donc il faut toujours aller à la base. C'est pour ça. Et c'est la base de toutes nos médecines traditionnelles. Voilà. Original. Aussi bien l'hypnose, on ne va pas traiter quelqu'un qui est accro au tabac, à la drogue ou à l'alcool en travaillant sur le tabac. C'est simplement un tour de passe-passe. C'est un tour de passe-passe à ce moment-là. On n'est plus hypnothérapeute, on est hypnotiseur. On va aller chercher la cause et la raison pour laquelle vous allez fumer. Vous avez commencé à fumer. Quel est votre dérèglement pour cela? Si j'enlève que le symptôme, ça va se remplacer par un autre. Parce que l'inconscient ne va pas comprendre pourquoi. Si vous supprimez une alimentation, si vous supprimez un sucre, la personne va prendre du sel. Ça va pas être bon. Si elle prend le sel et le sucre, elle va se mettre à la boisson et puis ainsi de suite. Il faut toujours aller chercher. Si on est dépendant, il faut régler la dépendance. Voilà. Je voulais faire une petite parenthèse par rapport au shiatsu pour prévenir quand même les patients, les gens qui seraient très très inflammés. Donc comme tu disais, le shiatsu c'est la digitopression. Il y a des points d'acupression. Quand on est dans un degré de douleur très élevé, on ne supporte pas le shiatsu parce que le toucher est trop direct.
Je préfère Donc on peut intervenir par l'hypnose d'abord. Non, mais c'est là où je voulais en venir. Mais c'est surtout... Non, mais bien sûr. C'était pour dire que si la personne est très inflammée, qu'elle n'aille pas directement faire du shiatsu, parce que ça va pas bien se passer, donc ce serait dommage. Voilà, il y a plusieurs étapes. Mais que tu peux très bien, évidemment, suggérer, puisque tu as d'autres outils. Le Reiki est très utile. Parce qu'on n'est pas obligé de toucher le corps. Il y a beaucoup d'autres outils, bien évidemment, que j'utilise. Mais peut-être que lorsque tu mets la personne dans un état d'hypnose, elle est déjà plus détendue. Et peut-être que c'est déjà plus facile pour elle de recevoir la pression. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si ça peut jouer. Un peu, mais c'est bien de le préciser parce que les gens seraient déçus sinon. Le but, c'est pas d'être déçu quand on va voir un thérapeute, c'est d'y aller quand c'est le bon moment et d'aller demander la pratique nécessaire parce que personne ne peut se mettre à la place d'un fibromyalgie. Juste ça peut faire des bons. Donc si le patient vient en disant je veux un son shiatsu, après tu t'en rendras vite compte. Bien sûr. Donc voilà, ce qui est bien, c'est d'être en synergie. Mais le shiatsu est une excellente pratique. Jean-Pierre est maître dans le domaine. Moi, j'ai simplement le premier niveau et ça débloque en fait le système. Donc ça fait beaucoup de bien. C'est très important de refaire circuler en harmonie. Mais une fois qu'on n'a plus trop mal. Bien sûr. Ou au début des premiers symptômes. On termine une séance de shiatsu, si on ne fait que du shiatsu, la personne est complètement stone. C'est une drogue très naturelle. Et la personne ressort d'une séance de shiatsu dans un état de bien-être sur son tapis volant. Donc déjà apte à se reprendre sur une nuit complète. Est-ce que tu peux revenir sur les organes, s'il te plaît, les organes les plus touchés, selon toi? Principalement le foie. Le foie est le premier des filtres. Tout ce qui est intoxication, tout ce qui est maltraitance du système digestif passe d'abord par le foie. Le foie, on a la vésicule biliaire, les reins, la vessie, bien évidemment, derrière. Les fibromyalgies peuvent avoir des inflammations de vessie, des problèmes urinaires, comme on disait, toute la liste. La vessie qui lâche, parce que c'est un total dérèglement. Est-ce que Karine, tu peux nous parler du Reiki? Tu l'as évoqué tout à l'heure. Mais... Enfin, du travail de Reiki à l'hôpital. Oui, et de cette notion de crise de guérison dont vous m'avez déjà parlé. Oui, parce que c'est commun à toutes nos pratiques, que ce soit en naturopathie, en shiatsu, en massage ayurvédique, en drainage lymphatique. Toute petite parenthèse, je disais que la personne était souvent en état pour refaire sa nuit, ou en surexcitation. Puisque j'ai rééquilibré. Donc la première nuit peut être un peu perturbée, mais derrière ça repart très vite sur des très très bonnes nuits. C'est justement cette crise. Ça peut faire une crise de guérison. Oui, ça peut être par exemple une crise de guérison. Donc là, ce que je disais, donc on a tout ça en commun dans les thérapies naturelles. Suite à un soin, quel qu'il soit, que ce soit en Reiki, en shiatsu, en massage, en naturopathie, la personne peut vivre ce qu'on appelle une crise de guérison, donc une augmentation des symptômes. Par exemple, avoir plus de douleur, dormir encore plus mal, sur un temps très court, encore plus triste. Très. Ça dépend. Encore plus triste. Enfin, je vais y venir, mais c'est pour expliquer. Avoir des comment dire, des symptômes de la fièvre. Avoir des frissons, des maux de tête, avoir des symptômes grippaux, comme tu disais. Voilà, ça peut être très désagréable. On peut faire des cauchemars. Très désagréable, ça. Très désagréable. J'ai dit ? J'avais compris très agréable. Ça peut être très agréable. Je souffre, j'aime ça. Et sur la durée, ça peut aller de 3 à 21 jours selon le type de soins, selon le type de patient, selon
l'intensité du soin, selon les problématiques des personnes. Donc, en général, c'est quelques jours, mais... Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut être suivi. C'est ça. Il faut un accompagnement. Ouais. Parce que les personnes peuvent avoir peur. Ils peuvent interrompre le traitement, alors que, le suivi, la thérapie, alors que c'est justement à ce moment-là qu'il faut pas lâcher. qu'on est en train de se libérer de quelque chose qui est très important, donc c'est très inconfortable, mais c'est ce qui va nous permettre par la suite de se sentir beaucoup mieux et d'avancer. Moi, en alimentation, c'est un sevrage. Oui. Donc vous vous sevrez de certains aliments comme quelqu'un va se sevrer du tabac, de l'alcool, de la drogue. Et on sait très bien que ceux qui font un sevrage pour une drogue, ils sont, enfin, ça se passe pas très bien. Le temps que le corps évacue tout, c'est un peu pareil, surtout, enfin moi je parle pour ma pratique, mais l'alimentation c'est ça, en fait on nettoie tout ce qu'on mange habituellement et que le corps a l'habitude d'ingérer et de se servir pour fonctionner, enfin qu'on croit. Parce que tous ceux qui me disent j'ai besoin de sucre pour avoir de l'énergie et tout, non. Mais bon, votre corps le croit et c'est le temps qui se nettoie et du coup, oui, ça peut se décupler et comme disait Karine, faire peur et que les gens arrêtent tout. Et c'est justement à ce moment-là qu'il faut pas. C'est dommage, il ne faut pas arrêter. Il faut pas. Et je voulais revenir sur Reiki à l'hôpital pour prouver qu'il ne faut pas avoir peur. C'est-à-dire que moi, j'aide des soignants à installer cette technique énergétique japonaise dans les services hospitaliers, mais concernant toutes les pathologies. Donc là, on était en hémodialyse, je suis on est en train d'installer un service de douloureux chroniques. Donc les fibromyalgiques sont douloureux chroniques. Un service pédiatrique, grand brûlé, cancérologie. Quel que soit le sujet, les thérapies naturelles ne déclenchent pas de choses graves. On ne peut pas, une crise de guérison n'est qu'une manifestation d'une libération de quelque chose. Mais il n'y a pas de danger, il n'y a aucun danger. Il faut être accompagné simplement pour être sécurisé et puis pour qu'on adapte la thérapie ou le dosage. Parce que de l'énergie, c'est une forme de soin. Donc l'acupression, c'est une forme de soin, au même titre que les thérapies allopathiques. Donc il faut adapter on va dire le traitement à la personne et à ses symptômes. Donc il ne faut pas s'inquiéter, que ce soit shiatsu, reiki, énergétique, naturopathie, massage. On ne peut pas, encore que le massage ait des petites contre-indications, mais en tout cas, il ne faut pas s'inquiéter. Les gens n'ont pas de crise de guérison quand ils sont dans un état vraiment trop grave. Il faut que le système puisse le supporter. Et l'énergétique, enfin tout ce qui est naturel, ne surcharge pas le système, il l'allège. Il faut comprendre que le corps était déjà complètement perturbé, ça, on remet l'aplomb. Donc le corps n'est pas habitué, il n'est plus habitué. Donc c'est normal, il réagit. Il réagit. On a fait une partie de bonne taux à travers le corps avec les énergies. Mais bon, le fait de remettre d'équerre ne crée pas de danger. Bien au contraire. Donc il faut que les gens se rassurent. Il faut qu'ils soient conscients que ce soit possible, la crise de guérison existe, mais qu'ils ne s'inquiètent pas. Pas toujours. Non, pas toujours. Non, mais c'est bien de le. Mais on en parle toujours. Même. Enfin, moi j'en parle. Moi je parle toujours. Je préviens toujours pareil. que c'est possible. Je dis toujours le On va pire, pas comme ça, s'il se passe rien, c'est bien. S'il se passe, au moins. Non, c'est une question, c'est aussi le devoir du thérapeute de comment dire, prévenir. J'ai pas le terme. Prévenir. Ça fait partie de l'accompagnement. Un terme, l'information. Enfin, on doit donner des informations aux patients. Bien sûr. Donc, Et la crise peut durer combien de temps? Jusqu'à 21 jours en Reiki. Ah oui. C'est très rare, mais ça peut arriver. Très rare. C'est quelques heures ou quelques jours normalement, quand ça arrive. Mais ça peut arriver. Après, en alimentaire, c'est un petit peu plus long que 2-3 heures et 2-3 jours, puisque là, c'est vraiment un gros nettoyage après. Bien sûr. Comme il peut ne rien avoir. C'est vraiment. Alors, en alimentation, c'est rare qu'il n'y ait pas. Parce que c'est une crise vraiment physique. Mais c'est pas gravissime, on n'est pas par terre. Et on m'a déjà appelé, oui, j'ai plus mal, est-ce que c'est normal? J'ai des boutons qui poussent partout, est-ce que c'est normal? Alors ça, c'est très fréquent, parce que le nettoyage en général des organes et surtout du foie,
pellicule, bouton. Ouais, voilà, c'est courant. Ouais. Voilà, mais c'est des petits. Oui, des petits un peu forts. Enfin, voilà, c'est. On m'a jamais appelé, oui, je me roule par terre, ça va pas. Non. Non, ça va. Par contre, des émotions, hein, des pleurs. Oui, ça. Des- Bah, ça nettoie. des émotions qui sortent. Mouvement de l'énergie à Ouais, travers ouais, le ça- corps. Ouais. Tout se reclasse. Émotionnel, Ouais. surtout que là on a affaire à Bien sûr. principalement des femmes, donc qui sont plus sujettes aux larmes, donc effectivement on peut être 3 jours à pleurer. Ça, c'est assez courant, en tout cas en Reiki. Et ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Allez, regardez, c'est pas bon. Non. Voilà, pour l'essentiel. Alors, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Prenez soin de vous. Ouais. Tout, ouvrez les potentialités, c'est-à-dire si ce sont des sujets que vous trouvez étranges ou que vous ne connaissez pas. C'était mon cas, hein. Je n'étais pas du tout dans ce milieu-là avant. Ouvrez votre esprit à Il y a des solutions. à des compléments. Hein. Voilà, il y a des solutions, effectivement. Ce n'est pas parce que le corps médical conventionnel n'a pas. Il existe. Bah, disons qu'il fait ce qu'il a à faire. Bien Lui, sûr. moi, Il je existe travaille, de je mieux. travaille dans les Ouais, deux c'est mondes, ça, on est on se complète complémentaires. très bien. Bien sûr. Il fait ce qu'il a à faire, et nous on apporte un complément. Ouais, c'est ça. Et c'est juste aux patients de ne pas se fermer sur certaines opportunités. Rester ouvert. On est en synergie. Voilà. Ouais. L'idée, le principe, en tout cas moi l'association Alain Bienveillante, c'est ça. C'est vraiment de travailler en synergie avec le monde médical allopathique et on va dire occidental, associé avec les thérapies principalement orientales comme le Japon, la Chine. L'Orient avec toutes ces L'Inde, pratiques, l'Inde, l'Inde, l'Ayurveda. On est complémentaires. En complément, C'est beau. c'est vraiment magnifique. Et on fait de belles choses. Et on s'en sort. Ouais, c'est vrai. On s'en sort, ce sera notre mot de la fin. Le mot de la fin. Nous vous remercions d'avoir assisté à notre conférence en ligne. Ouais. N'hésitez pas de nouveau à nous contacter sur nos sites web respectifs ou pages Facebook qui sont sous la vidéo. Et nous vous disons donc bon rétablissement et portez-vous bien. Portez-vous bien.